Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves? Je me trouve à Istanbul en Turquie. Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Siem Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade Une nouvelle balade immobile aujourd'hui qui nous conduit entre la France, l'Italie et l'Australie. Avec Aurélia en Vendée. Bonjour Fabien. Anka à Paris. Coucou tout le monde. Thomas à Melbourne. Salut Fabien, salut Laetitia, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Balades immobiles. Et Chiara à Florence. Bonjour Fabien. Aujourd'hui, le portrait d'une photographe italienne qui nous conduit en plus dans les jardins de Florence et son univers personnel partagé entre vie d'artiste et vie familiale. Des découvertes littéraires pour grands et petits. Une plongée dans l'univers de celles et ceux qui écrivent. Et un voyage passant par les forêts du monde et la fabuleuse collaboration entre un compositeur et un skipper du Vendée Globe sur fond de nobles causes. On commence par toi, Chiara. Un coup d'œil d'Italie, ça se passe comment actuellement à Florence ? À Florence, confiné, on est zone rouge, donc je pense que vous connaissez l'affaire. On est confiné chez nous, Ouais. on fait une petite balade tout autour de chez nous et c'est à peu près tout. Donc silence et repos. Et on va au bureau en Italie? On va au bureau une semaine sur deux, donc c'est aussi l'occasion pour faire une petite balade de chez moi au bureau et puis on revient. On n'a même plus envie de trop en parler. Toi, Aurélia, tu es confinée également en France, en Vendée. Tu le vis comment aussi ? Est-ce que tu n'arrives pas non plus un peu à saturation ? Moi je me tiens un petit peu à l'écart des informations justement pour éviter d'arriver à saturation et puis le confinement ça va parce que on est dans un coin plutôt sympa, donc Ouais. pas très loin de la mer, donc je peux aller courir le long de la plage, ce genre de choses, donc c'est plutôt ça passe bien quoi, c'est plus au niveau du travail que c'est compliqué. Anka, à Paris, c'est comment l'ambiance ? Eh ben moi je trouve qu'on va vers du renouveau et que effectivement la saturation fait qu'on se tourne maintenant un petit peu vers 2021 et ça fait du bien. Enfin Thomas, toi t'es un peu privilégié puisque ce qu'on vit en ce moment, tu l'as vécu ces derniers mois. Maintenant, on peut le dire, à Melbourne en tout cas, c'est fini. Alors moi j'étais un vieux routard du lockdown depuis plusieurs mois quand même. On a eu le lockdown le plus long du monde et vu que c'est la seule solution qui fonctionne aujourd'hui. Et là on est déconfiné depuis maintenant plusieurs jours. On a une annonce aujourd'hui, abandon du masque en extérieur à partir de demain, enfin tout à l'heure minuit. C'est Donc la ça fête. c'est une grosse avancée puisque se balader avec un masque pour moi c'est toujours une sensation de pas de liberté. On a une absence totale de liberté et c'est vrai que là ça fait vraiment du bien de retrouver l'air frais. Donc on revit. J'ai pas envie de vous remuer le couteau dans la plaie. Non, désolé. c'est pas la peine. N'insistez pas. Jetez pas des cailloux. Merci. Retour à toi, Chiara. Avant le confinement, t'as fait une belle rencontre, avec une photographe. Oui, c'est bien ça. Ça a été une balade au sens propre, mais pour vous qui l'écoutez, ça va être une balade immobile. Alors du coup, raconte-nous que c'était une rencontre par hasard en bas de chez toi, comment ça s'est passé? C'était une journée de mi-octobre. C'était vraiment une journée magnifique. Il y avait du soleil, un ciel bleu. Et je me baladais au jardin de Boboli, un parc historique à Florence qui a été bâti sur une colline. Pour vous donner l'idée, c'est un peu comme un jardin de Versailles, mais c'est fait par plan de petits jardinets qui s'ouvrent sur des plans d'eau. Il y a des sculptures romaines, des îles au milieu, des fontaines avec des nénuphars, des petits temples, des grottes. C'est un petit paradis, et- quoi. Ouais, c'est un petit paradis, c'est vraiment très 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 beau. Là, avec le lockdown, comme on s'est débarrassé de la plupart des touristes, du coup, nous résidents, on peut profiter un peu plus de la ville. C'est ce que je faisais ce jour-là. Et à un moment donné, je me suis assise sur un banc et là, j'entends deux filles à côté qui tchatchent. Et comme on n'était pas encore en zone rouge, vous savez, où on pouvait encore interagir avec les gens. Et donc, je me suis approchée parce que j'avais entendu qu'elle parlait de Paris et d'une expo qu'une d'elles allait faire à Paris. Et du coup, j'ai pu rencontrer Francesca Procco. En fait, elle est photographe et calabraise d'origine. Et là, elle m'a vraiment beaucoup plu. Comme une vraie italienne, elle m'a invité chez elle. Elle m'a dit, bon, écoute, j'habite juste à côté, donc si ça te va, je te montre un peu ma maison, mon atelier. Sa maison, c'est vraiment à côté du jardin de Boboli. Et en fait, son propre jardin est une partie du jardin de Boboli.
Du coup, on traverse une partie du jardin, on pénètre chez elle. La première scène qu'on voit, c'est une scène de ménage. Donc, on voit son mari sur un canapé, un enfant qui joue, un chien. On admire les œuvres qu'elle a sur les murs. Et en fait, elle a des œuvres extraordinaires sur les murs de chez elle, parce que il y a des auteurs italiens comme Mimmo Rotella, c'est un artiste des années 50, pop art, ou Angelo Savelli, qui est un artiste du blanc. Ses œuvres, on les trouve même au MoMA de New York, pour vous dire. Et puis, on passe à un rideau, en fait, un épaisse rideau qui est juste au milieu de la pièce principale. Et on se retrouve dans son atelier. Et dans cet atelier, en fait, c'est un espèce de contenant pour les arts visuels. Et là-dedans, il y a plein de gens qui travaillent, qui pensent, qui se rencontrent, qui font de networking. Donc, la première question que je lui ai posée, c'est de savoir comment, comme je sais qu'elle a grandi en Calabre, dans un petit village, c'est la pointe de la botte d'Italie. Donc, je lui ai demandé comment c'était de grandir en Calabre. Prova a spostarti. Guardami. Sono nata in una terra difficile dal punto di vista organizzativo. Il y a, en fait, elle explique qu'il y a une souffrance à la base, parce qu'elle est née dans un lieu qui n'arrivait pas à lui donner les inputs pour pouvoir se développer. Mais en même temps, elle s'est dit, après coup, je suis contente d'avoir vécu et grandi là-bas, parce que ça l'a fortifiée et ça lui a donné vraiment l'envie de faire, parce qu'elle n'a pas été gâtée par le contexte qui l'entourait. Un'esperienza che fortifica e ti permette ancora di sognare. Ensuite, je lui ai demandé si, en fait, elle pouvait dire qu'elle était née photographe ou si elle était devenue photographe. Fotografa forse ci sono diventata, ho sempre avuto la passione per la fotografia. C'est toute une question de travail et entraînement. On n'est pas quelque chose. On a peut-être un peu un talent à la base, mais après c'est toute une question de vouloir. Et elle explique effectivement que oui, depuis toute petite, elle a toujours aimé les arts visuels. Mais après, elle a étudié, elle s'est entraînée, elle a rencontré surtout, c'est surtout ça aussi que j'aime, c'est qu'elle fait les bonnes rencontres qui te donnent la stimulation ou le courage pour faire quelque chose. Ensuite, je lui ai demandé quel était le secret pour une bonne photo. La cosa più importante per aver L'essentiel, c'est la lumière, mais elle a ajouté quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit souvent la bonne lumière extérieure correspond aussi à la bonne lumière intérieure. Et c'est ce qui rend la photo vraiment touchante, c'est qu'on arrive à prendre la petite lumière intérieure dans le sujet qu'on photographie. insomma per creare una buona fotografia. Du coup, je lui ai demandé de m'expliquer le concept de son atelier, qui s'appelle le Studiolo, le petit studio. Studiolo è un progetto. Elle avait envie de créer cette espèce d'espace multifonctionnel à l'intérieur de chez elle, un espace où tout le monde pouvait créer, faire des projets et partager. Et puis, ils essayent aussi de vendre ça à des galeries ou faire eux-mêmes leur propre galerie. Je lui ai demandé si elle avait un rêve. Il mio sogno nel cassetto è realizzare Elle dit que son rêve, c'est de répliquer ce concept partout dans le monde, de manière à créer une galerie unique, une espèce de galerie itinérante qui part d'un lieu et qui, quand arrive dans un autre lieu, se fait contaminer par l'autre lieu et ainsi de suite dans un cercle virtueux. C'est un rêve d'effet boule de neige, quoi. C'est Exactement. sympa. C'est bien dit. Et enfin, je lui ai demandé la prochaine expo où elle était, parce que c'est là où était née notre rencontre, la prochaine expo parisienne. Et là, elle m'a précisé, donc je vous invite à prendre note, que la prochaine expo est prévue en mai 2021 à Paris, en collaboration avec Imagination Paris, à la galerie Joseph Turenne dans le Marais. Aurélia, Thomas et Anka, vous êtes toujours avec nous. Vous avez écouté le récit de Chiara. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Déjà d'entendre de l'italien, moi ça me fait voyager, hein, vu qu'on peut plus sortir du pays pour l'instant, pas avant 2022 comme c'est parti, d'entendre l'italien, j'ai tout compris.
Ah ouais. Ah, moi Tu aussi. parles Non, italien, non, toi, je déconne, Thomas. j'ai rien compris. Photografia, c'est. Non, non, c'est superbe, ça me fait. En plus, avec les cloches derrière Chiara et tout, merci Chiara, j'adore. Tu Et me le fais marteau rêver. aussi. Et le marteau du voisin qu'on a bien entendu. Ouais. Toi, Aurélia, en Vendée, qu'est-ce que tu as imaginé à travers le récit de Chiara? Mais c'est vrai que ça m'a fait aussi pas mal voyager et je suis assez d'accord par rapport à la langue. Moi, j'adore l'italien. À un moment, j'avais commencé à apprendre l'italien, donc c'est drôle. Et puis, il y a une chose que j'ai retenue, c'est lorsqu'elle dit, lorsque tu dis, Chiara, que en fait, on devient un artiste, que c'est quelque chose qui s'apprend, etc., qu'on n'est pas comme ça. Et c'est quelque chose dont je fais l'expérience tous les jours, donc ça m'a vachement parlé, ce côté-là. Et toi, Anka, tu as des origines italiennes. Est-ce que l'expérience partagée par Chiara t'a ramené à des images ou un certain vécu? C'est toujours un tel bonheur d'entendre de l'italien, évidemment. Et puis au-delà de ça, j'aime beaucoup le concept des galeries boules de neige. Je trouve que là, on est dans l'avenir, en fait. On n'est pas dans avant le confinement, on est dans l'après le confinement. Aurélia, tu es toujours avec nous, tu te trouves en Vendée, tu profites de ce temps pour te lancer dans un joli projet qui est celui de l'écriture. Tu peux nous en parler un peu? Oui, alors ça n'a pas commencé maintenant, hein, ça fait longtemps que j'écris. J'ai commencé à écrire en 2017, début 2017. Je me suis lancée dans un roman qui s'inspire d'un voyage en Inde que j'ai fait. Et donc je me suis lancée dans l'écriture depuis 3 ans et j'ai commencé à travailler très régulièrement quand je travaillais déjà. Donc je me levais 1 heure plus tôt avant d'aller au travail pour pouvoir écrire. Et donc voilà, quand je travaillais, je faisais ça. Et après, quand j'ai été au chômage, j'ai pu un peu agrandir mes plages d'écriture. Donc ça s'est passé de 2 à 3 heures par jour. C'était pas beaucoup au début. Et puis avec le dernier confinement, où pour moi, ça correspondait aussi à une nouvelle période de chômage, j'ai augmenté ma dose de travail. Et là, je faisais 5 à 8 heures par jour d'écriture sur mon livre. Donc ça a beaucoup progressé. Et comme j'avais besoin aussi en fait, je me suis rendu compte que tout ce travail que j'avais fait autour de l'écriture, j'avais énormément appris et j'avais envie de partager mon apprentissage de l'écriture. Et donc, je me suis lancée dans un podcast où je m'enregistre en fait. Je m'enregistre après chaque séance d'écriture où j'explique un petit peu les questionnements qui m'ont traversé, les problématiques que j'ai rencontrées, comment j'ai essayé de régler les nœuds, ce genre de choses, quoi. Et donc, c'est Et ce le podcast que j'ai lancé. le dernier questionnement en date, Aurélia, c'était quoi? Le dernier questionnement en date. Alors, c'est compliqué parce que je m'enregistre quasiment tous les jours et puis en même temps, je fais le montage et en même temps, je diffuse. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs questionnements qui... Souvent, c'est au niveau des... Ces derniers temps, c'était pas mal au niveau des personnages qui se posent beaucoup de questions. Alors que j'aurais du mal à vous dire en fait là, comme ça. Tu parles de ton voyage en Inde. Alors ici en Australie, on a une très forte communauté indienne. Moi, je travaille en ce moment sur un développement de site web et on a beaucoup de développeurs aussi qui sont basés en Inde. Et c'est une communauté bien particulière puisqu'ils sont très liés par leur caste en fait, leur environnement amical, familial, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en Inde? Tout est extrêmement hiérarchisé dans les rapports entre les gens, par rapport aux castes déjà, parce que même si ça a été aboli par la loi indienne, c'est quand même toujours très présent dans les mentalités, et en plus entre les gens en fait. Clairement, mon guide, il m'expliquait que lui, il était tout en haut, après venait sa femme, et tout en bas venaient ses enfants. Et moi, j'avais vraiment le sentiment que j'étais considérée comme son inférieure. Et donc à chaque fois qu'on s'adresse, en fonction qu'on s'adresse à telle ou telle personne, en fonction de leur niveau, on ne s'adressera pas de la même manière. D'ailleurs, il y a 4 façons de dire bonjour en hindi, en fonction de si on s'adresse à un enfant, à quelqu'un qui est notre égal, à quelqu'un d'un peu plus respectable ou au président de la République. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, ils parlent qu'anglais parce qu'ils ont chacun un dialecte différent. Ça dépend où est-ce qu'on va en Inde. Peut-être que c'est vrai dans les grandes villes, mais moi où j'étais, c'était dans une région un peu perdue et il y en avait très très peu qui parlaient anglais. Oui, Chiara. J'avais une question pour Elia. Dans quelle grande ville tu as été? Alors, moi, j'ai atterri à Delhi la toute première fois, mais j'y suis restée que quelques jours parce que ça m'intéressait pas d'être dans les grandes villes. Et après, du coup, je suis allée à Raipur, qui est la grande ville de la région dans laquelle j'étais, mais ça reste quand même une beaucoup plus petite ville.
Et après, j'étais plutôt dans les tribus, dans les villages, etc. Et une autre année, je suis allée à Pune aussi. Ok. Donc là, c'était complètement différent de ce que j'avais vu dans la région dans laquelle je suis le plus restée. Puis je suis aussi allée dans le Kerala, où là, c'est encore une autre ambiance en fait. C'est très drôle, à chaque fois qu'on va en Inde, en fonction du coin, c'est jamais pareil. Tu penses pas qu'en Europe, on a une vision plutôt stérile de l'Inde? On résume ça on fait du yoga et on est mystique et en fait on connaît rien. Mais c'est un pays, c'est un continent en fait fait par différentes régions, toutes les unes un peu séparées des autres, avec une histoire, une langue, une culture différente. Ah, complètement, complètement. C'est tellement différent. Enfin, mon premier voyage, je suis d'abord allée dans le nord de l'Inde et après je suis descendue dans le centre-est de l'Inde. Mais entre ces deux régions, j'ai pas vécu la même expérience, j'ai pas rencontré les mêmes personnes, c'est pas la même culture. C'est vraiment comme si c'était. Il y a des choses qui se ressemblent, mais c'est à chaque fois une culture différente quand même. Ce sont ces voyages en Inde qui t'ont donné envie d'écrire ou c'est une envie qui était au fond de toi avant? Non, moi j'ai toujours voulu écrire, hein. J'écris depuis que je suis toute petite, mais j'ai jamais rien terminé en fait. J'ai commencé plein de romans, des scénarios beaucoup aussi, parce qu'à un moment je voulais écrire pour le cinéma. Enfin voilà, mais c'est vrai que j'allais jamais au bout, et là c'est la première fois que je me suis mis vraiment sérieusement à ce travail. Et j'ai aussi voulu comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je sais que je vais aller au bout. Sans trahir un secret, toi aussi, Anka, tu écris régulièrement et depuis longtemps. Tu procèdes comment, toi? Moi, personnellement, je suis partie d'un bouquin de Julia Cameron, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Libérer votre créativité, qui m'avait été conseillé par un coach pro à l'époque. Où après chacun va piocher ce dont il a besoin, hein. Mais Julia Cameron, elle conseille d'écrire 5 pages tous les matins, un petit peu comme ça vient, et de les jeter. Et donc moi c'est ce que je fais quand je peux, mais je suis pas du tout dans une démarche aussi aboutie que celle d'Aurélia, hein. Moi je suis moi j'écris pour me tenir compagnie beaucoup. Et en écoutant Aurélia, justement, moi j'avais une question aussi à lui poser. Je me demandais si l'écriture de ce livre par rapport à ce voyage en Inde, c'était une façon pour toi, Aurélia, de revivre ce voyage, ou alors plus parce que ça t'a amené quelque chose, il y a une espèce de message ou de compréhension du monde que tu as envie de transmettre maintenant. Ouais, je dirais plus c'est la deuxième chose, c'est que ça m'a chamboulée parce que d'un coup ça a remis en question tous mes modes de fonctionnement et croyances en fait, ce voyage. Et du coup c'est cette expérience-là que j'ai envie de transmettre. C'est pas tant le fait de revivre le voyage, même si oui ça me permet clairement de replonger dedans, mais c'est vraiment transmettre en quoi ça m'a bouleversée. C'est rigolo, Aurélia, que tu dises ça, parce que moi, je suis parti en Australie il y a bientôt maintenant 3 ans. C'est vrai, quand je vivais en France, l'Inde, ça me paraissait très loin. Ça a été une colonie anglaise, donc j'ai un parrain qui connaissait pas mal de monde en Inde, j'ai ma mère qui habitait en Inde, et c'était vraiment un pays très loin, hein, avec une population de plus d'1 milliard. Et maintenant que je vis à Melbourne, qui est quand même une ville très cosmopolite, on a beaucoup de Chinois, on a beaucoup d'Indiens. Ça me paraît tellement un pays proche aujourd'hui, et ça casse un peu le mystère. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette frontière que j'avais moi à l'époque en France, où je me disais que c'était quand même un pays lointain. Aujourd'hui, je me dis pas que c'est un pays où on fait du yoga, c'est surtout un pays où il y a beaucoup de développeurs en informatique, et ils font des bons butter chicken. Je plaisante, mais c'est vrai en plus. mais c'est une vision totalement différente. C'est-à-dire que, désolé, je vais citer une marque, quand on prend des Uber, c'est souvent des Indiens, et on discute beaucoup avec eux, d'où tu viens, de quelle région, en Inde, etc. Et pendant ces 15-20 minutes de voiture, il nous fait voyager et on tombe sur des profils mais hallucinants. J'ai rencontré une fois un driver qui m'expliquait qu'il avait travaillé pour la plus grosse entreprise de vélo au monde. Le mec était comptable et il travaille directement pour son patron qui est un multimilliardaire indien. Et le type, aujourd'hui, il a voulu changer de pays, il est conducteur d'une voiture Uber. Et c'est vraiment cette vision, moi, qui m'a complètement chamboulé depuis que j'habite à Melbourne. Moi, à chaque fois que je rencontrais un Indien qui me racontait une histoire, j'avais l'impression de lire un roman. Exactement. C'est extraordinaire. Des vies,
de romans, vraiment, quoi. On va revenir à ton podcast, Aurélia, que tu as lancé il y a un petit bout de temps. Maintenant, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle plateforme ? Oui, alors je suis surtout sur Spotify, Google Podcast, Podcast Addict. Enfin, voilà. Et puis d'autres aussi, je crois, sur une plateforme chez iPhone, mais je sais pas comment elle s'appelle en fait. C'est Apple Podcast, voilà. En fait, ouais. Ouais, oui, sans doute. Voilà. Et j'ai pas réussi à trouver comment il s'appelle. Et donc ça s'appelle tout simplement l'écriture d'un roman. On passe à toi, Thomas, à présent. Alors on change complètement de registre, puisque toi, fraîchement déconfiné, tu en profites pour redécouvrir le monde qui t'entoure. Tu veux nous parler des dingos cette semaine ? Alors oui, il y a deux choses dont je vais vous parler. C'est déjà du déconfinement, qui est quand même une étape importante. C'est qu'il faut se réhabituer quand même à avoir du monde. Et ça, je pensais pas que c'était si facile, en fait, de pouvoir prendre cette démarche, de prendre sa voiture et de partir un petit peu s'éloigner de la ville. C'est parce qu'on a été limité à 5 km, puis 25. Et il y a le fameux cercle de fer autour de Melbourne qui a sauté, en fait, qui a été éliminé par le Premier ministre. Et donc on peut sortir des 25 km. Et j'ai été visiter un refuge de dingo. J'étais à 100 mètres du Regional Victoria. Et le Regional Victoria, c'était la frontière. On n'avait pas le droit d'y aller parce qu'ils n'avaient pas de Covid et nous, on en avait. Ouais. On est, juste pour info, une petite parenthèse, au 23e jour avec 0 cas, 0 décès, etc. Donc tout ça pour dire que c'est une collègue de travail, parce que j'ai commencé un nouveau travail, qui m'a proposé d'aller visiter ce refuge. Et donc l'histoire est un peu marrante parce que c'est cette dame qui a une très belle propriété avec une vue extraordinaire. Donc on est à 1 heure au nord-ouest de Melbourne et elle est en haut d'une colline, on est en plein bush. Elle a cette maison qui est splendide et elle a toute une partie de son terrain, on va dire 80% de son terrain, qui est dédiée aux dingos. Et donc j'ai eu l'occasion d'interviewer la personne qui dirige depuis 1 an et demi, 2 ans ce refuge. Et ça a complètement bouleversé sa vie puisqu'au début il était bénévole. Il venait de temps en temps et aujourd'hui, il va passer un doctorat pour être spécialisé dans la faune sauvage australienne. Et donc, je vais poser 3-4 questions hyper basiques. So, my first question is, what is a dingo? So, a dingo is a native canid, so a species of sort of, I guess, descendant from Asian wolves. Ce n'est pas un chien, c'est une sorte de canin sauvage. Donc, c'est un chien qui est assez marrant, qui est très attendrissant. S'il a été, bien sûr, entouré d'humains, puisqu'à la base, c'est un chien, c'est pas un chien, c'est un dingo sauvage, donc il peut quand même attaquer, il va surtout rechercher la nourriture et tout. Mais il est souple comme un chat, et c'est des chiens qui vont creuser des terriers et pour trouver l'eau, pour trouver de la nourriture, etc. Donc c'est vraiment particulier, et d'avoir visité comme ça, d'une façon assez exclusive, ce refuge. J'ai pu avoir les petits bébés dans les bras. C'est mignon qu'on a envie d'avoir ça à la maison. Il est considéré, cet animal, comme un prédateur. Donc, c'est autorisé d'abattre le dingo. Et en plus, quand on abat un dingo, il y a une prime du gouvernement, ce qui est scandaleux. Ça reste, à première vue, quand même un chien. C'est un mélange de renard, un peu haut sur pattes. Mais c'est d'une gentillesse et ça fait des câlins, c'est super mignon. And the last question is for bikepackers or someone who want to travel across Australia. When you see a dingoes, what we need to do? Alors 2 choses, je parle des backpackers parce que l'Australie reçoit beaucoup de backpackers en temps normal, hors Covid. C'est-à-dire que beaucoup de Français, notamment, viennent pendant leurs études et ils vont souvent travailler dans les fermes, etc. Et la tradition veut que ces backpackers puissent prendre un 4x4 et ils se font en général le tour de l'Australie. Il est très fréquent en plein désert de tomber sur des dingos. C'est pas le petit caniche de Madame Fournant qui va venir très gentiment te mordre les mollets. Il peut être vraiment le top de top pour te croquer. Tous les dingos que j'ai vus en refuge, c'est des dingos qui ont été trouvés en général par des propriétaires dans des jardins. Et notamment, j'ai cette histoire qui est complètement folle. So last year we had a dingo brought to us. His name is Wandy. That's what we called him. C'est un dingo, lui, qui a été trouvé au fond d'un jardin il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, j'ai découvert ce jour-là qu'il y avait des aigles énormes en Australie, et notamment dans le Victoria. Et en fait, l'aigle, il a chopé le bébé pour aller le manger, en fait. Il allait se le faire, et en fait, le dingo a dû tomber dans le jardin. Donc, il a les traces sur le dos des serres de l'aigle. Il a été sauvé, il a été ramené à ce refuge, et d'ailleurs, il a je sais plus à combien de milliers de followers sur Instagram.
Et c'est une histoire folle parce qu'il s'en est bien sorti, il reste un peu craintif, mais il est aujourd'hui en vie. Et vraiment, moi, le message, pourquoi ils m'ont invité, parce qu'ils sont au courant de ce podcast que je fais avec vous, de Balades Immobiles, et ils voulaient vraiment qu'on passe le message de se dire, c'est un vrai scandale qu'on abat ces animaux-là qui sont des amours. C'est-à-dire que moi, j'ai joué avec les chiots, je partagerai la vidéo sur le mur de Balades Immobiles, j'ai fait des tonnes de photos, et alors certains sont craintifs, donc ils peuvent attaquer, mais 90% du refuge, c'est des amours. Anka, toi, tu vas nous parler de quoi ? Moi, j'ai envie de vous envoyer une parole positive et un peu printanière, même si c'est plus tout à fait la saison, grâce à ma petite fille de 5 ans qui me permet de faire des balades immobiles tous les jours quand je lui lis ses histoires. Et j'en ai trouvé une qui résonne beaucoup en moi en ce moment et qui s'appelle Le Grand Voyage de Goutti, qui est un magnifique livre pour enfants. Et c'est marrant parce que, petite parenthèse pour Aurélia, tout à l'heure quand je t'écoutais parler de l'écriture de ton roman que tu avais transformé en podcast, je trouve que cette dynamique en tiroir, elle est vachement intéressante quand on écrit. Et pour le coup, là, Le Grand Voyage de Goutti, ce livre pour enfants, c'est un livre de Michel Bussy, qui a écrit un roman pour adultes qui s'appelle Maman a tort. Je suis fan. Et ben voilà, il a sorti Maman a tort, je sais pas quand, mais enfin c'est un roman pour adultes que j'ai pas lu, mais bon, dans lequel un petit garçon raconte les contes que sa maman lui raconte. Et il a tiré de ce conte qui est raconté dans ce roman un vrai conte pour enfants avec des illustrations qui sont magnifiques. Au moment où je vous parle, j'ai la couverture du livre devant moi. Je suis sur une plage. Il y a des petits agoutis. Alors, je ne sais pas si on est très dans les animaux exotiques aujourd'hui. L'agouti, c'est une espèce de petit rongeur amazonien. C'est la souris d'Amérique du Sud, quoi. Et donc là, on voit un vieil agouti qui tient un tout petit bébé agouti avec derrière un voilier qu'on entreaperçoit, des colombes qui s'envolent, des fleurs magnifiques et de toutes les couleurs. Et c'est déjà un voyage, le dessin de couverture est déjà un voyage. Et ce livre, j'y vais, je vous raconte l'histoire du livre. Je peux vous spoiler un livre pour enfants. Ouais. Aucun problème, vas-y. Pour le coup, en fait, l'histoire de Goutti, c'est donc ce petit rongeur qui est très très rêveur, qui vit avec sa famille sur une plage magnifique avec une forêt dans laquelle sa mission, c'est de recueillir les noisettes et de les cacher. C'est quelque chose de vrai, hein. Les agoutis font vraiment ça. Ils vont planquer des noisettes un peu partout. Et je crois qu'ils sont d'ailleurs assez importants dans l'écosystème là-bas. Et sauf que Goutti, il rêve de pays lointains à longueur de journée, il planque ses noisettes, mais il oublie où elles sont, systématiquement. Il n'ose pas le dire à sa maman, parce que bon, c'est quand même son seul travail. Et arrive le moment où ils partent tous en hibernation, et pendant l'hibernation, il y a une énorme tempête qui ravage tout, la forêt disparaît complètement, les arbres sont tous par terre, et quand ils ressortent, ils n'ont plus rien à manger. Et à ce moment-là, la maman s'énerve pas, elle dit bon, il va falloir qu'on parte là maintenant. Et la famille de Goutti et Goutti commence un tour du monde. Et donc ils partent faire le tour du monde pour essayer de se nourrir, jusqu'au moment, alors ça dure comme ça un petit peu, jusqu'au moment où le grand-père, qui n'avait rien dit jusque-là, un soir les fait s'asseoir et dit « Bon, vous savez, maintenant on va rentrer à la maison ». Et donc ils repartent un petit peu la peur au ventre à l'idée de retrouver leur forêt saccagée, dévastée et d'avoir faim. Et quand ils arrivent, la forêt, c'est devenu un truc luxuriant, magnifique, comme ils ne l'avaient jamais vu. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et le grand-père explique à Goutti qu'en fait, toutes ces noisettes qu'ils n'ont pas retrouvées, et là, elles ont eu le temps de germer, elles ont eu le temps de grandir tranquillement, elles se sont multipliées, et qu'en fait, de son erreur, il y a tout un monde qui a été créé. Et je trouve que cette histoire est absolument formidable. Et alors, vous allez me trouver un peu capillotractée, mais est-ce que nous, dans notre monde... Je vois déjà le parallèle. Est-ce que nos petites noisettes, ce ne seraient pas nos bistrotiers, nos libraires, nos enfants, et... pardon de parler de moi, nos intermittents du spectacle. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu les petites noisettes avec Aurélia qui, grâce à une emmerde quand même, parce que le confinement et la pandémie, ça emmerde quand même tout le monde et ça ne nous arrange pas, est-ce que grâce à ça, du coup, va peut-être naître un roman ? Moi, j'ai eu un accident de parcours de boulot parce que plus d'argent, problème, machin, tout ça, grosse remise en question. Donc, j'ai arrêté un boulot qui avait peut-être plus de sens. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des ateliers radio pour des CE1. C'est encore possible, malgré le confinement.
chose que j'avais jamais faite, mais tout d'un coup, je transmets un amour du son à des tout petits enfants qui me regardent émerveillés. Les bistrots, là, ils sont en train de se réinventer. Je regardais hier un papier de Ouest France qui parlait d'un bistrot qui s'appelle L'Atypique à Rennes, où en fait, pendant le premier confinement, 2 anciens collègues, 22 et 50 ans, ont commencé à discuter ensemble et ont décidé de monter un bistrot culturel, solidaire, où ils vont faire des conférences sur le travail, sur tout un tas de choses. Et moi, je trouve on arrive vers un renouveau de notre société. On est tous en train de se réinventer parce qu'on a été obligé de faire cette maladie mobile qui nous a posé et qui a fait grandir un peu, qui a laissé le temps de germer à plein de choses en fait. Ça te fait réagir, Chiara ? L'histoire est magnifique et je vais l'offrir à tous les enfants que je connais. Franchement, j'espère qu'il y a une traduction en italien aussi. Je vais contacter Michel Bussy pour voir si je peux pas récupérer un peu des petits droits d'auteur quand même sur ça. Ouais, pour un pourcentage. Pour Michel Bussy, la petite histoire, elle est très drôle parce que j'ai commencé la radio en Normandie à Louviers. Donc Michel Bussy est un Normand originaire de Louviers. Je sais qu'aujourd'hui il habite à côté de Vernon parce qu'on a des amis en commun. Et j'ai beaucoup de copains et de copines qui ont fait leurs études à Rouen et qui l'ont eu comme prof de géo. Et je suis hyper jaloux au passage. Et d'ailleurs, dans tous ces romans dont je peux que recommander à lire, parce qu'ils sont extraordinaires, il y a une précision en termes de géographie, d'histoire, de temporalité, de météo, de tout. Et on sent le prof qui est derrière, et il a une plume qui est unique. Et je trouve qu'aussi s'attaquer au domaine des enfants, c'est extraordinaire. Et j'aimerais bien l'avoir, ce livre. Je ne l'ai pas ici en Australie. Je pense que je vais passer commande auprès de la famille pour pouvoir l'avoir ici en Australie. De Michel Bussy, on va passer à la forêt maintenant avec une découverte sonore de Letty. C'est génial ça, j'ai trouvé ça, confinement oblige. Moi j'adore écouter ce qui se passe autour de moi, dans la nature et ailleurs, et si je n'ai pas fait de radio, j'aime le son, et j'aime surtout prendre le temps d'écouter les sons. Et des Anglais ont fait un truc génial, comme les horizons sont restreints, vous pouvez aller faire un petit tour sur timberfestival.org.uk. Vous allez arriver sur Sounds of the Forest. C'est une carte du monde interactive qui s'affiche. Et vous cliquez en gros là où vous voulez, là où il y a un petit point. Et ça donne ça. Alors là, on est très exactement au Québec, à Magog. Et quelqu'un, lors d'une balade, a enregistré le son de la forêt. Et alors du Québec, on fait un saut en Corée du Sud pour écouter ce qui se passe du côté de Seolsan Wetland. C'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Alors ce qui est fou, c'est de voir effectivement la différence des sons. La faune n'est pas la même. Ah mais moi je trouve ça fantastique, je peux passer des heures à écouter ou mettre ça en bruit de fond quand, pour Aurélia ou Anka qui aiment écrire. Ah mais carrément, c'est ce que je pensais. Essaye l'Australie. T'as pas l'Australie dans ton truc là ? On n'a pas l'Australie, non, parce que c'est une carte qui semble-t-il est assez récente et donc il y a moyen, et là j'invite aussi vous tous qui nous écoutez à aller prendre des sons si vous en avez la possibilité pour mettre ces sons en ligne et les mettre à disposition de ce site qui est assez incroyable. Voilà, parce que c'est complètement collaboratif en fait, on peut tous contribuer et alimenter la carte. Pourvu que la forêt soit à moins d'1 kilomètre de chez vous, en France pour l'instant. Mais vous pouvez capter des ambiances sonores et il y a un point qui sera rajouté sur cette carte du monde avec les bruits de la forêt là où vous vous trouvez. Moi j'ai trouvé ça super. Et là par exemple, si on clique là, on peut partir au Kenya. Alors là, ça aurait pu être la Picardie ou Dunkerque. Pour moi, c'était pareil. Non, c'est un truc de dingue parce que je vois par rapport, je suis désolé, je vous parle d'Australie, mais j'ai été du côté de la barrière de corail où c'est très tropical. On est limite sur la ligne tropicale de la planète. Là, j'ai les noms qui se mélangent. Et les bruits d'oiseaux entre les différents États d'Australie sont complètement différents. Donc c'est vraiment génial, c'est impressionnant. C'est génial ton concept. J'adore ce projet. Et comme j'aime bien les ambiances sonores, j'avais envie
de vous parler d'un autre projet qui va vous rappeler un ancien épisode de Balades immobiles où on vous avait parlé de Tilassine, qui est un musicien et compositeur de musique électronique français, qui a pour tradition en fait de s'inspirer du voyage pour faire ses albums et pour les composer. Il a fait le Transsibérien en Russie, l'Argentine dans une caravane Airstream, et il y a quelque temps, Tilassine exposait son travail photo et vidéo et musical lui-même dans la caravane Airstream posée à Montreuil. Non, c'est pas Montreuil, c'est Romainville, au magasin Généraux. Et il était là pour expliquer son voyage, comment était né son album. Il a ramené des babioles comme des plantes odorantes et il partageait ça avec tout le monde. Rappelez-vous de Tilassine. C'est ça. Et en fait, c'est une démarche artistique assez intéressante puisqu'il a parcouru le monde et notamment l'Argentine dans cette énorme caravane qui ressemble, vous savez, à une espèce de gros frigo américain. J'adore. Ils sont magnifiques ces streams. Et donc, à l'intérieur de la caravane, il y a bien sûr une partie habitation, mais il y a son studio aussi qui a été extrêmement bien aménagé. Et grâce à ce studio, en fait, il a pu enregistrer des sons, des ambiances de son voyage, et aussi de nombreux musiciens en fait qu'il a rencontrés au cours de son voyage et qu'il invitait à venir enregistrer à l'intérieur de sa caravane. Et lorsqu'il est rentré de ce long périple en France, il en a fait un album qui est assez magnifique. Et une expérience visuelle, parce qu'il y a aussi de la photo, de la vidéo qui viennent alimenter en fait cet album. 100% électro. Alors, il n'est pas le seul à travailler justement la musique à partir de sons naturels. Oui, et ça m'a fait penser à une autre expérience immersive qui s'appelle le field recording. Le field recording, ça consiste à mêler des sons de la nature et les bruits ambiants à la composition et à combiner finalement musique, électro et exploration. On a en France un artiste qui fait ça, qui s'appelle Romain Delahaye, dont je voulais vous parler, alias Molécule, qui a fait plusieurs albums. Alors le premier, c'était un séjour sur un chalutier dans l'Atlantique Nord. Vous imaginez ce que ça peut donner. Le second était une expédition au Groenland, dont est sorti l'album Moins 22,7. C'est un autre genre. Et le troisième album a été enregistré à Nazaré avec les surfeurs qui affrontent là-bas les vagues quand même parmi les plus grandes du monde, ce qui a donné cet extrait-là. Ben moi je vous dis que demain c'est un jour d'anthologie, parce que là ils avaient prévu tempête déjà à cette heure-ci. On les voit bien sur la vague là, il y a les battements de cœur qui vont arriver, en fait ils s'inspirent de tout ça. Alors c'est certes moins mélodieux et moins, je dirais, musical que Tilassine, mais Romain Delahaye s'est associé à un jeune navigateur du Nord qui s'appelle Thomas Ruyant. Thomas Ruyant est à la tête d'un IMOCA et fait le Vendée Globe actuellement. Et à l'heure où l'on enregistre cette émission, il est en tête d'ailleurs du Vendée Globe. Et donc tous les deux ont réfléchi à un projet parce que Molécule s'est retrouvé sur le bateau de Thomas et il n'imaginait absolument pas ce qu'on pouvait entendre sur ces bateaux qui sont des bêtes de technologie. Et il décrit que c'est un instrument de musique à part entière. Et c'est des bateaux qui sont équipés de foils. Les foils, c'est ce qui leur permet de voler en fait sur la mer. Ils sont parfois à 30 nœuds, donc ont presque 60 km/h. Et Molécule raconte que c'est quasi intenable sur le bateau, mais qu'en revanche, c'est une véritable symphonie. Il va rentrer de ces 2 jours sur le bateau littéralement lessivé, mais faut se rappeler qu'un Vendée Globe, ça dure jusqu'à maintenant au mieux 74 jours, donc vous pouvez imaginer ce que les skippers affrontent. Et ils ont eu l'idée donc d'équiper le bateau de 16 micros et 15 caméras pour raconter le voyage. Raconter le voyage, ça veut dire que Thomas va pouvoir déclencher à tout moment les caméras et le micro en appuyant sur un seul bouton dans le cockpit. Mais pour un projet plus vrai que nature, Molécule a aussi voulu que tous déclenchent automatiquement pour que ce ne soit pas systématiquement Thomas qui choisisse les meilleurs moments. Et de façon aléatoire, voilà. Pour le son, Molécule utilise ce qu'on appelle un kit binaural, ce qui va permettre d'enregistrer
en reproduisant la perception de l'oreille humaine. Pour le moment, il choisit des extraits qu'il relaye quotidiennement, je crois, sur le site de France Info. Le récit au jour le jour du voyage, de l'aventure de Thomas Ruyant. C'est assez passionnant puisqu'il mêle à la fois les ambiances du bateau, les sons du bateau, avec des ambiances musicales et le récit du navigateur au quotidien. Dont il s'inspire du moral, en fait, pour composer autour de tout ça. À la clé, il y aura un disque et un film documentaire à paraître au retour de Linked Out, le bateau de Thomas. Et d'ailleurs, on souhaite bon vent à Thomas. Mais je voulais vous... je sais pas si vous connaissez Linked Out. Je sais pas si vous connaissez Linked Out. Et en fait, chacun des navigateurs du Vendée Globe soutient une cause. Celle qu'a choisie Thomas, c'est une initiative du réseau Entourage qui vient en aide au SDF. Et Linked Out, en fait, permet de partager son réseau professionnel avec ceux qui n'en ont pas. L'objectif pour lui, pendant le Vendée Globe, c'est de permettre, grâce à la com autour de Linked Out, l'embauche de 80 personnes. Et Thomas dit haut et fort que plus ses performances vont être grandes, plus le message de Linked Out sera entendu. Donc la cause est magnifique. On lui souhaite de garder la tête. Et en attendant la sortie du beau projet de Molécules et Thomas, on vous invite à aller découvrir le Music for Containment de Molécules, qui a regroupé 33 artistes électro-confinés en avril dernier sur une compilation dont les bénéfices sont destinés à la Fondation de France. C'est très sympa, vous trouverez ça sur les réseaux sociaux ou sur Google. Anka, Chiara, Aurélien, ça vous fait réagir cette petite balade sonore ? Merci d'avoir parlé de ça, Laetitia, parce que moi j'avais vu cette initiative de faire du binaural sur le Vendée Globe de Radio France, ouais. Et je trouve que le son binaural, on tâtonne encore un petit peu autour de ça. Il y a beaucoup d'essais de la radio publique en France, mais ils n'ont pas encore trouvé tout à fait le moyen. Là, c'est super de faire ça sur le Vendée Globe parce que c'est totalement inaccessible au commun des mortels de se retrouver en plein milieu de la mer. C'est ça. Et là, d'un coup, ça existe, quoi. Donc c'est génial. Et petite parenthèse, mais je vous parlais tout à l'heure des ateliers radio que je fais avec les enfants. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de faire un atelier radio mercredi dernier avec des gosses, juste quand la veille, j'avais découvert cette initiative de binaural sur le Vendée Globe. Et du coup, mes pensées sont parties un peu loin. Et en arrivant avec les enfants, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez le son de votre école ? Si on devait faire écouter votre école et faire comprendre tout de suite à quelqu'un qu'on est ici en ce moment, comment on ferait ? Et du coup, il y a eu une espèce de silence des voix des petits pendant 30 secondes où justement, ils ont appris à mettre à différents plans les sons. Et c'était hyper intéressant de voir comment leur cerveau a appris à dire « Ah ben là, tout de suite, immédiatement, j'entends la ventilation. Un peu plus loin, j'entends la maîtresse d'à côté qui râle. Encore plus loin, il y a la cour de récré. Et puis, c'est marrant, on n'entend pas les voitures, mais il y a des voitures quand même. Ouais. Et le son, c'est primal, ça vient des tripes, c'est un des premiers sens. Quand on est dans le ventre de nos parents, ce qui nous connecte au monde au départ, c'est le son étouffé de leur voix. Et on dit, et un bébé qui naît, il crie. On est dans le son tout le temps. Aurélia, peut-être un petit commentaire avant de conclure ? C'est vrai que moi, je m'amuse quand je suis en voyage souvent d'enregistrer des petites ambiances sonores. Et là où je replonge le plus dans mon voyage, c'est quand je réécoute ces enregistrements, en fait. C'est pas tant par les textes que j'écris, c'est vraiment avec le son, je trouve qu'on plonge dans le voyage. Et je vais faire partir encore, je suis désolé de mon expérience personnelle, les longues discussions que j'ai avec Fabien et Laetitia hors antenne. Je me suis acheté un matériel qui s'appelle le Zoom, qui permet d'enregistrer des sons extérieurs. Et très régulièrement, je me mets le casque, je branche le micro, je mets la petite bonnette dessus pour pas que ça soit pollué par le vent. Et ça permet d'amplifier les sons extérieurs. Et c'est magique parce que je m'allonge, comme je l'ai fait en bord de plage hier sur la Great Ocean Road à plus d'1 kilomètre de chez moi, et d'entendre les bruits des vagues, des oiseaux, des gens qui discutent, des enfants qui jouent. Et j'étais complètement dans un monde immersif et c'était tout simplement magique. Et d'ailleurs, je vous l'ai enregistré, je vous le partagerai. Merci beaucoup, merci les amis d'être passés par Balade Immobile aujourd'hui. Merci à toi, Chiara, à Florence.
Merci à vous, c'était vraiment un plaisir comme d'habitude. Merci à Aurélia. On se voit bientôt, Aurélia. J'espère qu'on sera vite déconfinés, en tout cas qu'on aura la possibilité de tourner ensemble quelques belles images de la région Ouais. et peut-être du retour du Vendée Globe. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à toi, Thomas. Tu reviens très vite avec des ambiances de Melbourne et de ses environs. J'ai pas mal de petites choses dans mon carton là, ça va être sympa. Et puis Anka, à Paris et en région parisienne, c'est pareil. On t'attend très vite pour de nouveaux récits. Avec grand plaisir et je vous embrasse avec mon coude. À très vite, les amis. Salut. Salut. C'est la balade qui s'arrête là, voilà.